Hello! Je vous retrouve pour une vidéo que j'avais trop hâte de faire. En fait, je crois que ça me plaît plus qu'à vous, cette vidéo, mais Non, mais j'avais trop hâte, parce que je vous ai laissé la dernière fois dans cette série de vidéos où je reprends mes lectures d'il y a un moment. Donc, on a commencé ensemble en 2010, on a fait 2011, on a fait 2012, on va donc faire 2013, il restera 2014 et 2015, suite à mes retrouvailles avec ce charmant petit carnet Moleskine. Et donc dans un carnet dans lequel je notais toutes mes lectures avant que ma dernière naisse. Et une fois qu'elle est née, entre le moment où elle est née et Babelio, c'est vrai ce que je dis ou pas? J'avais pas un autre petit carnet? Ah mince, je croyais que je l'avais trouvé. Attendez. Si, alors j'ai un autre petit carnet. Oui, j'ai un autre petit carnet parce que là, dans mon carnet Moleskine, là, je mettais le livre lu, le mois où je l'avais lu, enfin, c'est-à-dire que, oui, je mettais le mois où je l'avais lu, et si je l'avais lu, j'avais débuté sur la fin d'un mois et fini sur le début de l'autre mois, je mettais les 2 mois et je mettais mon avis et la note. Et ça prenait un peu de temps, et quand ma dernière est née, j'avais plus trop envie, quoi. Donc, en fait, on va s'arrêter à 2015 sur ça. Mais après, j'ai repris en 2019 avec ce carnet-là, qui m'avait été offert par Alice, du Lapin d'Alice. Si vous me suivez depuis un moment, vous devez savoir tout ce qu'on avait fait ensemble sur le tricot et tout, et puis une grosse passion pour les maths. Et elle était allée en Grèce, et donc elle m'avait pris ce magnifique carnet Pythagore. Et dedans, j'avais noté, alors plutôt sous forme de liste en fait, ce que j'avais lu. En l'occurrence, j'ai commencé l'année 2019 avec les tomes 7, 8, 9, 10 d'Agatha Raisin. Ah bah non, on peut continuer. 11 et 12 aussi. Et donc là, j'avais juste noté sous forme de liste ce que j'avais lu. Il y avait du Virginie Grimaldi, du Aurélie Vallogne, du Anne Perry. En fait, c'est Agatha Raisin, Anne-Gaëlle Luon, Raphaël Giordano, David Fuenquinos, Karine Giebel. En fait, c'était ces auteurs en boucle, hein, Jérôme Loubry. Ah bah oui, tout Jérôme Loubry, tout ce que j'avais découvert. Et en fait, c'est là aussi où mon compte s'est transformé en compte de lecture, alors qu'il était... Enfin, la transition a été longue d'être 100% tricot vers 100% lecture. Alors c'est pas une transition que j'ai souhaitée, je me suis pas dit du jour au lendemain, tiens maintenant mon compte il va devenir 100% lecture. Non, ça a été mon compte Instagram et ma chaîne YouTube d'ailleurs c'est la même chose. Ça a été vraiment en fonction de mes envies hein, et en fonction de ce que j'avais envie de vous dire. Et donc j'ai ce petit carnet qui m'a accompagnée jusqu'en janvier 2021 avant de me dire que c'était quand même très très redondant avec ce que je pouvais noter sur Babelio et donc Babelio pouvait se suffire quoi. Voilà, donc là c'est uniquement des listes en fait, mais sinon bah là on va partir en 2013 et puis comme je vous dis on partira ensuite en 2014, 2015 et nous clôturerons cette série de flashbacks que moi j'ai beaucoup aimé enregistrer. Alors, tout d'abord, 2013, bah, un peu comme ce que je vous ai fait ces derniers temps dans ces vidéos-là. Contexte. Contexte de mon côté, donc 2013, eh bien, on a débuté l'année, j'avais une fille d'1 an et demi. Ça faisait presque 1 an que j'avais changé de travail et 6 mois que nous avions emménagé dans notre maison. Après, quand on voit ces choses-là, on s'étonne pas. C'est ce que je vous dis à chaque vidéo, hein, on s'étonne pas que je trouve ma vie un petit peu plus plan-plan maintenant que ce qu'elle a été à une période. Tous les 6 mois. J'ai un enfant, 6 mois après je change de travail, 6 mois après je déménage dans la maison qu'on a fait construire, enfin bon. Eh bien là, j'ai débuté l'année, je n'étais pas enceinte. J'ai débuté l'année 2013, je n'étais pas enceinte. Et j'ai terminé l'année avec mon fils qui avait quasiment 3 mois. Voilà. Donc l'année 2013, eh bien c'est une année de grossesse. Alors c'est une grossesse pas mal puisque je suis tombée enceinte en janvier et mon fils est né en octobre. Donc ça veut dire que je n'ai pas été enceinte à la période de Noël et ça, on ne peut qu'apprécier, n'est-ce pas? Par contre, j'ai vécu une bonne canicule. J'étais comme ça. Mon fils est né avec, il est né 1 semaine avant le terme. Il pesait 4,020 kg
Et il est né sans péridurale parce que entre mes premières contractions très douloureuses et le moment où il est arrivé, il s'est écoulé 1 heure et demie, je pense, et nous étions à 1/2 heure de la maternité. Voilà. Donc je suis arrivée à la maternité et puis mon mari a à peine eu le temps de garer la voiture que moi, quand il m'a laissé devant. Il a garé la voiture. Quand je suis arrivée, j'étais sur un lit à roulettes et ils étaient en train de courir pour me faire passer des urgences à la salle d'accouchement parce que ça avait déjà débuté. Voilà, donc 2013, ça veut dire aussi que j'ai lu. Ça veut dire que j'ai lu parce que c'est des 3 grossesses, c'est celle qui s'est le mieux passée, mais j'ai quand même été alitée. Mais je l'ai été plus tardivement. Donc j'ai plus travaillé pendant l'année 2013. Voilà, bon après j'ai été moins malade au premier trimestre que pour ma grande, mais je l'ai quand même été. Donc on a toutes les choses que certaines femmes vivent, hein, je pouvais pas conduire parce que ça m'était totalement déconseillé, puis j'avais trop de trajets, voilà. Et donc les transports, s'arrêter entre 2 stations parce qu'on a trop la nausée, et que voilà, que c'est plus que la nausée en fait, et puis reprendre son métro, et puis voilà. Toutes les petites joies, et puis après, voilà, de contraction, il est pas loin d'une menace d'accouchement prématuré. À nouveau, donc fort alitement, et donc lecture pour s'occuper, voilà. Oh, je suis en train de regarder rapidement, il va y avoir du bon cette année-là. Alors, combien est-ce que j'ai lu de livres en 2013? Alors, j'ai lu 40 livres, mais il y a quand même un trou. Ah non, 39, pardon, 39 livres. Il y a quand même un trou parce qu'en fait, je me suis arrêtée de lire soi-disant en septembre 2013. Je n'y crois pas 2 secondes puisque le dernier livre que j'aurais lu était à cheval entre août et septembre et mon fils est né le 9 octobre. Donc je pense qu'il doit me manquer quelques petites choses. Mais bon, en regardant, il y a du très très bon. Alors, j'ai commencé l'année avec un Agatha Christie, puisque je continuais toujours mon petit challenge personnel, là, de lire tous les Agatha Christie dans l'ordre de parution que j'avais débuté à la grossesse précédente, lors quand j'attendais ma fille aînée. Et donc, j'ai lu, pour je ne sais combien, deuxième fois, je lisais ABC contre Poirot, que j'ai lu 2 ou 3 autres fois depuis. ABC contre Poirot, qui est donc un Agatha Christie. Je lui avais mis 5 sur 5. J'adore tellement. C'est la 2e fois que je lis ce livre et c'est sûrement pour cette raison que je l'ai apprécié car je connaissais le vrai dénouement. L'histoire est originale, même si le début est semblable à beaucoup de Hercule Poirot, l'un de mes livres préférés, sans hésiter. Voilà. Ensuite, ça répond à une question que je me posais ces derniers temps, mais je vous en avais déjà un peu parlé dans le flashback précédent. J'ai découvert Linwood Barclay. Ben ouais, j'ai découvert Linwood Barclay. Et j'ai adoré. J'ai lu Cette nuit-là. Alors, on va essayer de le voir, mais je vous le prendrai pas parce qu'il va être très très en haut, puisque nous sommes sur la lettre B. Linwood Barclay, Cette nuit-là. Est-ce que vous voyez? Il est là. Voilà. Ça, c'est juste pour vous prouver que, ouais, c'est vrai, je l'ai. Que oui, parce que j'ai des questions à chaque fois des flashbacks. Oui, je garde tous mes livres, tous les livres que j'ai lus, y compris ceux que je n'ai pas aimés. Je ne me sépare que de ceux que j'ai abandonnés. Alors, 5 sur 5. Le premier chapitre raconte ce qu'il y a eu cette fameuse nuit, puis il y a un saut de 25 ans, et c'est le mari qui est alors le narrateur. L'histoire est prenante car angoissante. Essentiellement au niveau de l'intrigue, j'ai eu du mal à le lâcher tellement j'avais hâte de connaître la fin. Le dénouement n'est pas décevant et est crédible. Non mais attendez, j'ai l'impression que j'aurais pu faire un copier-coller lors de ma chronique sur le tout dernier Linwood Barclay que j'ai lu. Il n'y avait pas 25 ans, il y avait moins. 4 ans, non? Entre les deux. Bon, bref. En tout cas, j'ai découvert Linwood Barclay et j'ai adoré. Après, je suis repartie avec Agatha Christie pour Meurtre en Mésopotamie, où j'ai mis seulement 4 sur 5. Je connaissais l'histoire et le coupable, car j'avais vu l'épisode correspondant à ce livre. Je crois que je l'avais vu peu de temps avant. Mais je ne me souvenais plus du mobile. Encore une fois, cette histoire sort du commun et elle était agréable à lire. Mais voilà, c'était pas mon préféré. Ah oui, alors après, j'ai lu un livre, je crois que c'était sur les conseils de ma mère, de Giles Brandreth. Brandreth. TH à la fin. Attendez, qu'on essaye de le trouver.
Ah si, c'est bon. Il est là. Ah mais là, faut vraiment que j'essaye de vous le sortir parce que c'est la couve qui est super importante. Là, vous le voyez? Oscar Wilde et le meurtre aux chandelles. Alors je me souviens très bien effectivement que je prenais le train quand je lisais ce livre. Je me souviens que j'avais bien aimé, mais en fait c'est un premier tome et j'étais jamais allée sur la suite. Alors j'ai mis 4 sur 5. Très intéressant, c'est une sorte de Sherlock Holmes, Hercule Poirot avec des références historiques à Oscar Wilde. L'histoire est pas mal, mais j'avais découvert le dénouement avant la fin, donc j'étais un peu déçue. Et donc voilà, 4 sur 5 et j'ai jamais continué. Donc pour moi c'est quand même un signe de... C'était bien, mais en fait pas assez pour continuer. Voilà. J'ai lu Carte sur table. Oh là 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 là. Oh, encore un Agatha Christie. 4,5 sur 5. Oh, mais en plus, je commence à lire et j'ai tellement les mêmes souvenirs. Donc là, on est en février 2013. Lors de cette chronique. Et là, moi, j'enregistre, on est en mars 2025. Donc, il serait quand même écoulé 12 ans. Et je lis Carte sur table et je me dis, oh, mais je me rappelle tellement. Et c'est ce que j'écris, en fait. J'avais un bon souvenir de ce livre que j'avais lu il y a quelques années, mais impossible de me souvenir de l'histoire. Moi aussi, la moi de il y a 12 ans, enfin la moi de maintenant a le même avis que la moi d'il y a 12 ans. Oui, j'ai un excellent souvenir de Carte sur table. Je me souviens l'avoir lu alors que j'étais lycéenne et je l'avais lu dans le jardin chez mes parents, notamment dans la Balancelle. Je l'avais lu, il m'avait captivée dans le sens où limite je sortais de la maison avec le livre devant les yeux, je me posais dans la Balancelle, je lisais et voilà, je l'ai lu dans le jardin. Ça m'avait fait 2 après-midi et j'avais lu dans sa version. Ah mais attendez, je dois. Ah bah il est là. Je l'avais lu dans cette version-là. Donc vintage livre de poche. Donc en fait dans ma tête c'est un gros pavé, mais j'avais le mystère de la, enfin c'est mon père qui a le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux dans la même édition. Ce qui fait que dans ma tête c'était oh quand même c'est un sacré livre, il est épais. Bah non en fait c'est vraiment les livres d'avant avec des pages épaisses et tout ça. Et en fait ça me fait presque là en passant les pages j'ai comme un flash les Alice détectives que j'avais. Alors ce qui est très curieux c'est que moi j'achète tous mes livres neufs. Sauf que quand j'étais petite, bah, mes parents m'achetaient plutôt les livres d'occasion. Et donc, les bibliothèques vertes, j'avais pas les bibliothèques vertes qu'on voyait dans les grandes surfaces et tout, avec des couvertures un peu souples et plus fins. Moi, j'avais les vieux avec des couvertures cartonnées. Et en fait, les pages, elles étaient un peu pareilles que ça, je trouve. Un peu jaunies, un peu épaisses. Mais c'est vrai que chaque livre donnait vite l'impression d'être épais. Donc voilà, Carte sur table, moi je l'adore. Au fur et à mesure du livre, j'étais convaincue de connaître le meurtrier et au final, j'ai été bluffée, certainement comme la première fois que je l'avais lu, du grand Hercule Poirot. Alors après, eh bien, j'ai lu un Lisa Gardner. Alors, ces derniers temps, les Lisa Gardner, sans plus. Sans plus. Alors attendez, je vais regarder parce que chez Lisa Gardner, il y a quand même... il y a quand même une série. Est-ce que du coup ce livre qui est quand même, je crois que c'est l'autrice, donc la femme, enfin l'auteur de polar femme qui vend le plus dans le monde. Et alors là j'ai lu La maison d'à côté. Est-ce que ça fait partie d'une série ou pas du tout? Ah oui, alors c'est le 2e tome de la série avec Didi Warren. Et moi, j'ai lu d'autres livres depuis de cette série-là et j'accrochais pas trop. N'avoue jamais, retrouve-moi. Alors, j'ai vraiment envie de tester l'été d'avant, la série Frankie Elkin. Mais là, il y a la série Tessa Leoni, mais ça me dit quelque chose aussi. Oh, je sais plus du tout. Bon, bref, en tout cas là, j'ai bien aimé. Donc, Lisa Gardner, La maison d'à côté, 4,5 sur 5. Je suis toute seule à la maison, il y a des bruits de vaisselle. Il se passe quoi? Non, mais c'est pas parce que je parle de polar qu'il faut me faire peur, hein. Oh, il y a des livres à l'envers. Bon, c'est pas grave. Tac, 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 tac. Nous allons être par là. Non, nous allons être par là. J'ai Mel, ça doit être derrière, c'est des à l'envers. Okay. Décidément, j'ai du mal. Oui, je l'ai. Là, caché. Là, la maison d'à côté. Vous voyez?
Grand prix d'électrice L policier. Donc voilà, je pense que c'était un peu trop près de mon visage. J'ai vachement aimé. 4,5 sur 5. C'est intéressant parce que, comme je vous dis, j'y suis pas retournée. Enfin, j'y suis retournée, mais sans grand succès. Peut-être parce que, enfin, l'impression d'avoir manqué des épisodes. Enfin, voilà, au premier regard et retrouve-moi, c'est cela. Et en plus, quand je les ai lus, je m'étais pas rendu compte que c'était une série. Enfin bref. Bon, en tout cas, La Maison d'à côté. Très difficile de lâcher ce livre une fois commencé. Il se lit vite malgré les 500 pages, entre autres par le mystère qui entoure les personnages, mais aussi par l'alternance de narrateurs. Dès le début, on voit qu'il y a des choses qu'on doit découvrir, et au lieu d'avoir des réponses au fur et à mesure, d'autres choses à découvrir arrivent, si bien que ce n'est qu'à la fin qu'on comprend tout, sauf l'enquêtrice qui, au final, n'a rien appris. Ce livre est vraiment bien, grâce au suspense, mais pas grâce au dénouement. Par contre, il est un peu cru par moments, c'est pour ça que je n'ai pas mis 5 sur 5. J'étais plus sensible sur ça à l'époque. Ah, Métronome de Laurent Deutsch. Ah, je l'avais lu ça, je me rappelais pas. Enfin, je sais que je l'ai, mais je savais pas que j'avais lu. Je me rappelais pas. Je l'ai en beau en plus, je crois. C'est mon frère qui me l'avait offert de mémoire. Là, j'ai le coffret, là, Métronome de Laurent Deutsch. Alors moi, Laurent Deutsch, mes souvenirs de Laurent Deutsch, quand je l'avais vu, c'est un événement Michel Lafon. Je lui avais dit, mais pour moi, en fait, vous êtes celui qui a fait la série Les Intrépides. Il dit, oh, ça nous rajeunit pas, hein, ça donne pas une bonne indication sur notre âge, ça. Et non, pas du tout. Alors, Laurent Deutsch, Les Intrépides, je sais pas si ça vous parle. C'était une série franco-québécoise alors le premier épisode est sorti est sorti en 1993. Mais là, rien que de vous dire Les Intrépides. Oh non, mais il y a le il y a le générique. Oh non, mais c'était tellement bien. C'est trop bien. Ah là, et là, on voit Laurent Deutsch. Oh, c'est trop bien. Bon bref, Métronome, 3,5 sur 5. Alors j'ai été un peu déçue car il s'agit uniquement de l'histoire de Paris. Donc certains rois ne sont pas évoqués car pas de lien avec Paris. Louis XIV est mentionné rapidement pour les Invalides, la fin est très rapide. C'est dommage car le début paraissait complet et était donc très intéressant. Oh, c'est fou, je me rappelais pas du tout que je l'avais lu. Ensuite, Mort sur le Nil, d'Agatha Christie, 4,5 sur 5. Bien que je connaissais quasiment par cœur l'histoire, mais ça fait partie de mes top préférés, je trouve toujours qu'il s'agit d'un classique d'Agatha Christie avec un dénouement peu ordinaire, et j'aime bien cette configuration, un meurtre est commis dans un lieu où seulement un nombre de personnes restreint peut y avoir accès. Égal, on est dans un huis clos. Alors, chacun est interrogé une ou plusieurs fois, et tout se finit avec la résolution de l'énigme par Poirot. Mais voilà, écoutez, je n'ai pas évolué en 12 ans, je suis d'accord avec moi-même, j'aime tout à fait cette construction, en fait, voilà. Tiens, encore Linwood Barclay. Ah, ben c'est cool ça. Ah ouais, alors par contre, faut que je fasse gaffe, des fois ça spoil. Hein. Moi, j'ai écrit très peu de choses. Alors là, c'est Crains le pire, 4 sur 5. J'ai réussi à rapidement entrer dans l'histoire. Il y a beaucoup de suspense, que ça rejoint ce que je vous disais, où je me disais, tiens, cette nuit-là, en fait, ça a des points communs avec celui que j'ai lu. Donc Crains le pire, il est là. Voilà. Et moi, celui que j'ai lu il y a pas longtemps, c'est Disparu à cette adresse. Donc, Disparu à cette adresse, j'avais beaucoup aimé, mais on sentait le côté thriller efficace qui marche, et il a la recette du thriller efficace, si vous voulez. Et donc, donc c'est peut-être ça que je voulais un peu dire. Et voilà. Bon. Alors, j'ai lu un Christian Jacques. Ça, parce que ça continue chez XO, hein, c'est sans fin. C'est sans fin, les Christian Jacques. Alors, 3,5 sur 5. Je me souviens, et en fait, à chaque fois que je les vois dans le catalogue XO, ça me titille, mais je sais qu'il faut pas que j'y aille. De toute façon, j'ai loupé, 50, 60 épisodes. Il est où? Là. Le crime de la momie. Il est là. Il est juste derrière Phoebe. Phoebe qui est en Superwoman. Et donc, on a ça. Vous savez, c'est cette série avec les enquêtes de l'inspecteur Higgins. Et je m'étais dit, mais en fait, ça peut être une bonne idée parce que
En fait, j'ai toujours voulu être passionnée par l'Égypte ancienne. Et j'avais tenté, j'étais au lycée, j'avais tenté de lire, où est-ce qu'ils vont être par là, ça. J'avais tenté de lire celui-ci, Le secret d'Amon-Ra d'Elizabeth Peters. Je notais à l'époque ou pas, parce que je sais que où est-ce que je l'avais acheté. Non, j'avais pas noté. Voilà. Un livre de mémoire. Attendez, j'ai passé mon bac en 2002. Donc quand je suis rentrée en terminale, c'était en 2001. Donc quand je suis rentrée en première, c'était en 2000. Et donc en 1999, parce que c'était l'été quand j'étais en seconde. Entre la seconde et la première. Non, non mais attendez, je dis quoi? Non mais si c'était l'été entre la seconde et la première, c'était en 2000. Donc, j'avais tenté en 2000 de lire ce livre et en fait j'étais un peu perdue et... Enfin... Mais j'ai pareil avec la mythologie grecque, mais un petit peu plus peut-être l'Égypte ancienne. Enfin, non même... non mais... En fait, j'aimerais être passionnée par les mythologies. Enfin, par l'Égypte ancienne, par la mythologie grecque, par la mythologie latine. J'ai 2, 3 notions comme tout le monde du nom Dieu, en grec, en latin, etc. Mais derrière, enfin c'est tout quoi. J'ai pas une énorme connaissance. Puis l'Égypte ancienne c'est encore très différent et tout ça. Et j'ai toujours voulu être passionnée par ça, mais ça a jamais pris. C'est bizarre, hein. Je pense qu'à une période, c'était presque un complexe de pas être passionné par l'Égypte ancienne. Ouais. Et alors moi, je marche par passion, hein, donc ça veut dire que je voulais m'y intéresser, mais en même temps, ça m'intéressait pas. Et donc j'ai continué à avoir cette espèce de complexe. Maintenant, je le vis bien. En fait, maintenant, j'ai voulu le transmettre aux enfants en me disant, bah écoutez, avec moi, ça a pas marché. Il y a bien l'un des enfants qui sera passionné par ça et il sera tellement, parce que les enfants sont un peu comme moi, ils sont très 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 passionnés. Enfin, si je vous racontais leur façon de faire, enfin, moi je vous dis pas tout ce que je fais. Je partage beaucoup de choses avec vous, vraiment. Mais il y a des choses sur la lecture où je suis vraiment folle, notamment sur un point, enfin avec le nombre de pages, etc. Et mes enfants, ils sont pareils. Mais quand j'étais petite, j'étais comme eux, je tenais des carnets, de trucs, de machin. Des trucs qui, en fin de compte, on peut se dire, ça ne sert à rien. Mais en fait, c'est la passion démultipliée et tout. Enfin, l'autre fois, j'étais dans la chambre de mon fils, je lui dis, mais il était là avec son truc, son petit carnet et tout. Je dis, explique-moi en fait. Son petit carnet, sa petite calculatrice, son truc, son petit des magazines de sport à côté, et puis il notait des trucs, il relevait et tout. J'ai dit, bah explique-moi, parce qu'en fait, moi j'étais tellement une enfant comme ça en fait. Enfin, il y a un été, bah, d'ailleurs ça devait être dans ces eaux-là en fait. Il y a un été où je m'étais fait moi-même des exposés, enfin des genre mais des trucs reliés. Parce qu'en plus mon père au travail il avait des relieuses et tout, et j'avais fait un truc sur Tintin. Donc c'était genre non c'est pas un exposé, c'est pas un dossier, enfin je sais pas comment dire, bah c'était un exposé mais comment on appelait ça, parce que moi j'en faisais des trucs comme ça en début de collège, parce qu'un exposé c'est que oral en fait, donc on s'attend à des affiches, mais là c'était comme un petit livret ou c'était pas un mémoire, c'était pas un rapport de stage ou je ne sais quoi, mais bon. Et j'avais fait des trucs comme ça sur Tintin, donc je m'étais passionnée, je les avais tous lus dans l'ordre, machin truc, et puis sur les personnages, sur les trucs, les machins, on avait internet avec notre petite heure chaque mois, et donc j'avais pioché des choses et tout pour alimenter mon petit truc. Mais voilà, les enfants ils sont pareils que moi. Et donc, mais bon bah après c'est pareil en fait, c'est que on se lance dans des trucs qui peuvent paraître bêtes pour la plupart des gens. Et c'est pour ça que je ne vous dis pas tout sur ce que je peux faire sur le nombre de pages, parce que je vous livre déjà beaucoup de choses, je vous dis vraiment beaucoup de choses, je vous ai déjà dit beaucoup de choses sur ma façon de m'organiser, etc. Là, on n'est pas sur de l'organisation, là, on peut être un peu sur de la folie. En même temps, je vous dis ça, je pense que je vous ai déjà dit quand même, je vous ai quand même dit beaucoup de choses. Je pense qu'il doit vous manquer 0,5% de l'histoire, quoi. Hein. Mais bon, on va se dire que je garde un petit côté de mystère
La fille qui dit tout, qui est transparente sur tout, et qui, en fait, a oublié de dire qu'elle mettait une virgule quelque part et c'est une part de mystère. Non, mais bon, c'est... bon, tout ça pour dire que quand on est passionné à la maison, mon mari est moins comme ça, mais les enfants sont pareils que moi. Quand on est passionné, on a un côté mais fou. En fait, fou. Et j'aurais aimé être comme ça sur l'Égypte ancienne, et j'aurais aimé que les enfants soient comme ça sur l'Égypte ancienne, et non. Alors ma dernière, ça a été Harry Potter. Mais alors, elle a développé une connaissance sur Harry Potter, mais qui est incroyable. Sa chambre a été transformée en musée à plusieurs reprises. Hein. Mes parents étaient venus cet été à la maison, elle leur avait fait un parcours dans sa chambre avec tout Harry Potter, c'était incroyable, vraiment, et en fait, ça paraît, quand on comprend pas, quand on n'est pas passionné, on se dit, mais elle est folle, en fait, enfin, c'est pas possible. Et elle avait, dès qu'on va dans un magasin, elle retrouve plein de livres Harry Potter, et derrière, elle continue. Et en fait, elle a une connaissance des films, des livres, bien évidemment, c'est la base de tous les livres, mais de tout, etc. Et mon fils, ça va être sur les sports et tout ça, et ma grande, ça va être sur plein d'autres sujets, mais ma grande, elle va être aussi dans les loisirs créatifs, dans d'autres choses en plus. Mais voilà, bref, tout ça pour dire que l'Égypte ancienne, eh bien, bah, c'est un manque familial, là. J'ai pas réussi à le transmettre. Mon mari, il a pas trop ce truc-là, donc non. Donc, bah, voilà. C'est marrant, c'est un petit peu ce que je décris là. Donc, j'avais hâte de lire ce livre qui était décrit comme ressemblant à un Hercule Poirot. Et avec cet auteur, parce que c'est quand même Christian Jacques, hein, je m'attendais à apprendre sur l'Égypte ancienne de manière plus ludique qu'un livre de cet auteur uniquement sur Ramsès, par exemple. Je voulais pas aller dans des biographies parce que, bon, j'allais vraiment décrocher et je voulais pas. J'ai été déçue car ça ressemble à un roman policier de mauvaise qualité. Moi, j'y allais fort à l'époque. Je n'étais pas sur Instagram et surveillais au moindre mot que je mettais. Je suis quand même entrée dans l'histoire, mais non seulement le livre fait environ 250 pages, et en plus, le dénouement en représente un cinquième. Bah, vous savez que je suis devenue marseillaise avec le temps, parce que dans ma tête, le dénouement, c'était la moitié du livre. En fait, c'était insupportable parce que l'enquêteur, il a passé son temps, c'est peut-être ce que je mets d'ailleurs, dénouement lourd d'ailleurs, puisque chaque suspect est accusé un à un du meurtre pour que le lecteur ait l'impression qu'il y ait des rebondissements ou je sais pas quoi. Dommage, j'avais bien accroché avec le personnage principal en plus. Donc c'est-à-dire que le dénouement, il est très long et on a l'impression que c'est pour faire de la page en fait. Et du coup, il passe sur chaque personne en disant je pensais que c'était toi et c'est pas toi, je pensais que c'était toi et c'est pas toi, je pensais... Des fois, Poirot le fait, mais pas à ce point-là. Puis du coup, il revient et... Voilà. Donc j'étais déçue d'être déçue. Parce que j'avais mis tous mes espoirs d'Égypte ancienne dessus, puis... Alors c'est pas grave, je suis partie au Moyen-Âge, je me régale tellement à relire ce carnet, je suis partie au Moyen-Âge avec Andrea Ajap et je me suis fait d'affilée les 4 tomes de la Dame sans terre, et c'était bien, et c'était pas gagné que j'apprécie, hein. Moi je suis pas polar historique, hein. Moi je suis pas du tout polar historique, moi je suis polar classique en fait. Ça n'a pas de sens ce que je dis. Les Andrea Ajap, où sont-ils maintenant qu'on a tout déménagé? Où sont mes Andrea Ajap? Parce que j'en vois un bout là. Non, pardon, c'est pas Andrea Ajap, c'est Mary Ginsberg. Non, donc pas de panique, on va les trouver. Oui, ils sont là. Ils sont là, ils sont cachés derrière Ragnar, à qui on fait coucou. Et donc juste derrière là, hop, nous avons ici les 4 tomes de la Dame sans terre, les chemins de la bête, le souffle de la rose, le sang de grâce, le combat des ombres. Et là, je vous montre juste un bout de la couverture. Et en fait, Andrea Ajap, je vous en parle pas mal. Et donc bah, après, je l'ai découverte, soit j'étais en fin de lycée, soit j'étais étudiante avec, là, j'ai l'intégrale là. Ici, c'est une intégrale avec son personnage de Gloria, je crois que c'est Gloria Parker Simmons, et le premier tome c'est la parabole du tueur, et donc ça je vous le dis tout le temps, une statisticienne engagée par le FBI comme, j'allais dire comme prestataire, mais comme experte, pour résoudre du coup une énigme d'un tueur en série et établir en fait une équation pour savoir où le tueur ira, quand et tout ça. Donc génial quoi.
Je vous en parle pas mal, mais en fait, le moment où je l'ai découverte, on se connaissait pas, j'avais pas de carnet, je pouvais même pas vous en parler non plus comme ça en flashback. J'avais prêté mes livres, j'avais prêté La Parabole du tueur que j'avais en livre tout seul et le Voyageur, c'était chez J'ai lu. Alors il y en a un chez Livre de Poche, l'autre chez J'ai lu. Je les avais prêtés à un copain quand j'étais en dernière année d'études, donc 2006-2007. Je n'ai jamais revu mes livres. Depuis, je ne prête rien. Il y a que mon mari qui me les prend et qui me les abîme parfois. Et donc ils ne se vendent plus. Donc j'avais trouvé l'intégrale des Gloria Parker Simmons, que j'avais tenté de relire d'ailleurs. Peut-être qu'on les verra dans le carnet un jour. Donc voilà, j'avais lu les 4 tomes. Donc premier, 4 sur 5. Ce n'était pas évident de mettre une note car la première partie était longue, lente, avec beaucoup de personnages. Et la seconde partie était très prenante. Donc on est au Moyen-Âge, hein. Donc moi, alors déjà je suis pas polar historique, mais alors Moyen-Âge, j'ai envie de vous dire que c'est vraiment la période qui me fait le moins rêver, hein. On comprend au fur et à mesure l'intérêt d'avoir pris le temps de décrire les personnages car leur vie s'entremêle. L'intrigue se met également bien en place avec un début de suspense. Les dernières pages se lisent très vite, mais l'histoire s'arrête d'un coup. Heureusement qu'il y a 4 tomes. Et pour moi, Andrea Japp, on l'a vu avec cette série-là. Et pourtant, Andrea Japp, c'est des enquêtes. Donc c'est une autrice française qui a une carrière de biologiste, etc., etc. Et en fait, pour moi, elle est excellente sur beaucoup d'autres séries en fait qui vont être du thriller, qui vont être de l'enquête et j'ai trouvé ça curieux qu'elle sorte une série historique et que c'est ça qui la fasse un petit peu plus mettre en lumière, voilà. Donc le deuxième tome 4,5 sur 5, donc voilà, on est aussi au tribunal de l'Inquisition, enfin j'ai appris beaucoup de choses. Le troisième tome 4,5 sur 5. Et le dernier, après je spoil un peu, donc je vous dis pas tout, mais le dernier c'est un 5 sur 5. Un tome 5 n'aurait pas été de trop. Il y a encore un goût d'inachevé. Je voulais trop continuer. Alors après, j'ai retrouvé Sophie Kinsella, mais sous son pseudonyme Madeleine Wickham. Alors ça sent la collection Piment. Et je les ai rangés où, moi, la collection Piment? Vous vous rappelez ou pas? C'était du poche, hein, je crois. Chaque fois que j'allais... Oui, ça doit être ça. Alors, où es-tu? Où es-tu? Je l'ai rangé à Sophie Kinsella, je pense. IJK. Kinsella. Mince, j'ai oublié le titre. Mince, attendez, j'ai oublié le titre. Est-ce que je les ai sous les yeux maintenant? C'est quoi? J'ai pas dit une maison de rêve? Une maison de rêve, ben... Ah, c'était un pocket. Là, ils sont là, mes Sophie Kinsella en pocket. Et c'était un pocket, en fait. Une maison de rêve. Ceux qu'elle a écrits sous Madeleine Wickham... Bon, j'ai mis un 4 sur 5 quand même, hein. Ce livre traînait dans ma pile à lire depuis un moment. Au moins, c'est clair et net. J'avais un a priori négatif à cause d'avis que j'avais lu, ce qui est dommage, car j'ai trouvé ce livre agréable à lire. C'est plutôt du style Madeleine Wickham que Sophie Kinsella. En fait... c'est marrant parce que Madeleine Wickham ou Sophie Kinsella, j'ai tendance à me dire qu'on est sur Agatha Christie et, mon Dieu, quelle honte, j'ai un trou sur son pseudonyme. Et Mary Westmacott. Mary Westmacott, quand Agatha Christie écrit sous Mary Westmacott, elle va écrire des livres plus... Alors j'en ai lu qu'un, mais c'est ce que j'ai entendu aussi, plus sentimentaux, plus familiaux, plus de sentiments. Je vous ai dit sentimentaux, donc c'est 2 fois la même chose. Non mais il y a plus d'elle aussi. C'est pas son genre habituel qui est, on le sait bien, le polar. Bah Sophie Kinsella, elle est plutôt sur du feel good normalement. Et en fait avec Madeleine Wickham, il y a un côté plus, pas plus sombre, plus sérieux. Voilà. Après, j'ai lu L'ex de mes rêves de Carol Matthews. Par contre, après, dans les prochains, il y a un Agatha Christie, puis après, il y a ma découverte d'un auteur. Et, oh, je trouve ça, c'est trop cool. Non, mais moi, je suis trop contente. Je me rappelle pas de tout ce que j'ai lu il y a 12 ans, et ça me fait... Moi, j'adore enregistrer ces vidéos. Bon, alors, ça nous dit pas où est ce Carol Matthews, là. L'ex de mes rêves. Il est là. C'est un livre chez Marabout. Je ne sais pas si vous voyez là. Alors,
3,5 sur 5, je l'ai trouvé vulgaire dès le début, si bien que je l'ai reposé avant de le reprendre par curiosité de connaître l'histoire. Ce n'est pas le meilleur livre de ce style, mais il se lit vite car on a envie de connaître la suite. Ok, ensuite, Témoin muet d'Agatha Christie. J'avais déjà lu ce livre, mais je ne me souvenais plus du dénouement et j'ai mis 4 sur 5. Je croyais me rappeler, mince, ça je vous le dis pas. J'ai bien aimé car le nombre de suspects est très limité et pourtant le dénouement parvient à être surprenant. Voilà. Ensuite, fin avril 2013, j'ai découvert un auteur. J'ai découvert Michel Bussy avec Un avion sans ailes. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie parce que je découvre des nouveaux auteurs régulièrement. Pas tout le temps non plus, mais de temps en temps. Y compris des anciens auteurs, et globalement, j'ai aussi découvert des nouveaux auteurs. Mais c'est pas parce que je suis sur les réseaux maintenant que j'étais pas une lectrice avant. Et donc c'est pas parce que je suis maintenant sur les réseaux que je vais lire tel ou tel... Enfin, si bien sûr que je suis influencée, et bien sûr que je vais découvrir des auteurs parce que je les vois passer. Mais il y a des auteurs qui ont déjà été dans mon scope, dans mon périmètre, il y a des années. Là, on a parlé de Linwood Barclay, on a parlé de Lisa Gardner, on parle de Michel Bussy. Bon, Agatha Christie a toujours été dans ma vie. Mais d'ailleurs, c'est une vraie question que je me pose. Agatha Christie a toujours été dans ma vie. Pourquoi je continue à en lire, en fait? Est-ce que c'est... Là, il faudrait que je m'allonge sur un canapé et que j'ai une petite thérapie. Est-ce que derrière, c'est pour me replonger dans mon adolescence? Qu'est-ce que ça évoque pour moi, Agatha Christie? Pourquoi je continue à ce point-là à la lire? Moi, je vous dis, c'est génial, c'est incroyable, elle est indétrônable. Pour moi, elle a posé la base de tout. Et ça a permis au genre de se construire, en fait, tout en étant inimitable. Mais... est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Enfin, j'ai eu cette réflexion l'autre fois, je parlais d'Agatha Christie avec quelqu'un, puis j'ai pensé à ce truc-là, puis je l'ai vite rangé parce que j'avais pas envie d'y réfléchir. Mais peut-être qu'il y a un truc derrière, un petit côté de une sorte de Madeleine de Proust que je réactive chaque mois quand je lis un Agatha Christie. Je sais pas, il y a peut-être un truc à creuser. Mais voilà, c'est pas parce que j'ai partagé mes lectures avec plus de sérieux sur Instagram ou YouTube en 2019 que j'étais pas une lectrice avant. Et donc, Un avion sans ailes de Michel Bussy, 5 sur 5. Dès les premières pages, on sait que ça va être un bon livre. L'histoire est prenante, bien écrite et pleine de rebondissements. Auteur à retenir. J'ai mis ça en 2013, oh là là. Pourtant, j'ai un peu arrêté du Michel Bussy après, mais peut-être qu'on verra pourquoi. Et en fait, si je vous ai dit tout ça sur les auteurs et tout ça, c'est aussi parce que je pensais à un autre auteur que j'ai vu passer rapidement dans ce que j'avais lu en 2013. C'est Ken Follett. Ken Follett, il est dans mon scope depuis 2005 ou 2006 avec Le Troisième Jumeau. J'avais adoré. Et ensuite, j'avais lu Le Réseau Corneille, pareil, de 2000, ouais, je dirais plutôt 2006. Et là, durant cette année-là, j'ai découvert la trilogie du siècle. Alors, la trilogie, bon, je crois que le dernier tome, il a dû... C'est pas le tome, c'est pas ce que j'avais débuté au moment où j'allais accoucher, un peu en grosse gourde, quoi, qui... en plus, j'allais être déclenchée, donc je savais très bien quand est-ce que j'allais accoucher. Non, je l'ai pas noté. Je crois que j'ai commencé le 3e tome de Ken Follett juste avant d'accoucher de mon 3e enfant. Mais bon, là, j'ai lu les 2 premiers tomes, et donc j'ai lu Le siècle, la chute des géants. Mais quel livre, mais quelle trilogie, en fait. J'aimerais tellement la relire, mais je prendrais jamais le temps de ça. Bon, ils ont mal vieilli, hein. Nos Ken Follett, malheureusement, ils ont mal vieilli parce que les dos ont vraiment pris beaucoup de soleil. Alors, attendez, où est-ce qu'il est, le 3e jumeau? Le scandale Modigliani? Ah, bah si, pardon, il est là, il est juste sous mes yeux. Donc voilà, le 3e jumeau, ça, vraiment, premier que j'ai lu. Après, Le Réseau Corneille. Et donc, La chute des géants, qui est ici. 4,5 sur 5. Magistrale, une œuvre incroyable. Vraiment, j'ai tellement appris, tellement appris sur les... En fait, si vous connaissez pas le siècle, comme son nom l'indique, c'est le siècle. Voilà.
c'est tout ce que j'avais à dire. Non mais en fait vous allez suivre plusieurs personnages dans plusieurs pays. Alors il y a pas de français, mais on va suivre des Anglais, des Allemands, des Russes, des Américains selon les périodes et tout ça. Et en fait on va suivre ça dans 3 tomes. Et donc, à un moment donné, on aura des personnages qui, en fait, seront les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents de personnages suivants. Et donc, on va voir comme ça des sortes de générations de familles et vivre tout ce qui se passe, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre froide. Et moi, ça m'a permis tellement de comprendre chaque nationalité, chaque valeur, chaque manière de penser et de comprendre encore plus, mais j'y pense régulièrement avec ce qui se passe en fait, notamment en Russie, parce qu'on a des Russes et on voit leur manière de fonctionner, on voit, enfin, c'est pas que leur manière de fonctionner, c'est comment la société les oblige en fait à raisonner, ou ce que la société les oblige à faire, ou quand je dis la société, c'est aussi le pouvoir, et en fait, je trouve que c'est très très intéressant en fait, très 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 intéressant. Donc voilà, 4,5 sur 5, livre très prenant et bien rythmé, notamment grâce à l'alternance des passages concernant chacun des personnages principaux. Ce n'est pas trop long, il manque même certains passages. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Comment vivent-ils chacun telle ou telle situation? Par contre, les scènes intimes de la première moitié du livre sont beaucoup trop détaillées. J'étais dans le train à ce moment-là. Mais c'était un RER, je crois. J'étais dans le RER, j'étais... Quand même, quoi. Alors, j'ai lu un autre Sophie Kinsella. Poppy. Non mais faut que j'arrête de tricher. Faut que j'arrête de tricher parce que faut que j'arrête. Alors, Poppy Wyatt est un sacré numéro. Ah mais attendez, peut-être qu'il est là. Parce que au bout d'un moment, j'achetais quand même les Sophie Kinsella en grand format parce que j'aimais bien. IJK King. Ah, mais ils sont où? Je recommence. Alors, Good Kind, blablabla, hop, Jonasson, Westwell, Shining de Stephen King. Ça s'arrête là. Ah, c'est là-bas. Entre-temps, j'ai mes Charleston. C'est là-bas. Et ben, c'était pas là, si, chez Belfond. Poppy Wyatt est un sacré numéro. Voilà. Et donc c'est marrant parce que je pensais que je m'étais vraiment arrêtée pendant ma grossesse précédente. Et en fait, j'ai repris un peu de Sophie Kinsella. Donc 4 sur 5. J'ai été déçue par le premier tiers car je trouvais qu'il y avait beaucoup de phrases qui se répétaient inutilement comme pour broder. Et j'ai été prise dans l'histoire petit à petit. J'avais du mal à le poser tellement je l'ai trouvé prenant. J'aurais préféré qu'il y ait quelques pages de plus à la fin. Pas mal. Après, La communauté du Sud de Charlène Harris, j'ai fait 3 tomes d'affilée. Tous un 4 sur 5. J'ai fait les 10, 11, 12. Alors maintenant, ils sont tout au bout. Je les ai revus tout à l'heure. Alors eux, ils ont mal vieilli à cause du soleil. Et donc ils sont... Attendez, je vous ai dit quoi? 9, 10, 11 10, 11, 12, je sais plus. Donc, bon, je les avais repris. J'ai aucun souvenir de les avoir repris à ce moment-là. Parce que là, j'étais bien enceinte. Non, mais j'avais... J'étais pas bien à ce moment-là. Enfin, j'avais beaucoup de contractions, quoi. Alors, après, je sais pas pourquoi j'ai ce truc de tout le temps tourner la page. Bon, alors, de Katharina Mazzetti. Le mec de la tombe d'à côté, 3,5 sur 5. Pourtant, si on me parlait du livre maintenant, je vous dirais, ah bah 6 de mémoire, c'était bien, c'était pas mal. Ben, en fait, de mémoire, rien du tout, quoi. C'était pas du tout en accord avec... elle... J'ai vraiment... c'est long avant de reprendre... ah, il est là. De reprendre mes habitudes, enfin de retrouver les livres maintenant qu'on a tout déménagé, là, qu'on a changé les bibliothèques de côté. Le mec de la tombe d'à côté, c'est celui-ci chez Babel. Et il m'avait... Enfin, j'avais vu des bons avis, il m'avait été conseillé. Je crois qu'il m'avait été conseillé par une
Ma meilleure copine de primaire que j'avais revue. Oh, je sais plus. Ou alors je confonds avec un autre livre, parce que je l'ai pas revu à cette période-là. Bon. Bref, 3,5 sur 5. Au début, j'avais mis 4 et après, j'ai remis un 3 dessus. Non, 3,5. J'avais très envie de lire ce livre et j'ai été déçue. Je m'attendais à une histoire plus romantique. Je ne dois pas avoir la même définition du romantisme que les autres. J'ai eu l'impression que les deux personnages principaux ne s'entendaient pas bien et ne souhaitaient pas faire de compromis. Je n'ai pas ressenti un fort magnétisme entre eux. Par contre, j'ai beaucoup aimé le style de ce livre et l'alternance de chapitres courts avec pour narrateur chacun des personnages principaux. Ce que j'appelle maintenant un roman choral. Et leur manière de voir les choses et de les décrire. Ce livre m'a un peu fait penser à Quand souffle le vent du Nord de Daniel Glautauer, dont on avait déjà parlé dans un des flashbacks. C'est entre autres pour cette raison d'ailleurs que je ne suis pas immédiatement tentée de lire la suite. Je me rappelais même pas qu'il y avait une suite. J'ai pas trop de souvenirs. Alors, j'ai lu... J'arrête de tricher. Faut que j'arrête de tricher. J'ai lu un Mary Higgins Clark et je lui ai mis 3 sur 5. Donc les Mary Higgins Clark, je les ai trouvés tout à l'heure. Ils sont là. Sauf si c'est un grand format. Ah si, j'ai trouvé, il est derrière. Caché. Ah, bah, vous n'allez pas voir grand chose. Où es-tu maintenant? Voilà. Où es-tu maintenant? Alors, où es-tu maintenant? Je suis en train de me dire que j'aurais dû me balader avec mon téléphone dans la poche, comme ça j'aurais fait quelques pas. Alors, j'ai été déçue parce que j'ai trouvé l'histoire très lente et le dénouement en partie prévisible et globalement décevant. Le point positif, c'est le rythme rapide grâce aux chapitres courts qui alternent avec les différents personnages. Dommage car l'intrigue était intéressante. Après, j'ai lu Lady Susan de Jane Austen. Je ne me souvenais plus que j'avais lu ça. Ah, puis alors il va être... Ah non, il est là. Mais on a plein de livres à l'envers. Il est là, il est tout fin. C'était un petit folio à 2 € là. Hop. Je me souvenais plus du tout. 4 sur 5. J'ai eu peur que le style soit trop inaccessible et ça a été le cas au début. Mais petit à petit, on entre dans l'histoire et c'est assez amusant. Lady Susan a une sacrée personnalité. Ce livre m'a tellement plu que pourquoi pas lire un jour Orgueil et Préjugés. Ce que j'ai fait, mais pour ma 3e grossesse. Je n'étais qu'à la 2e. Et puis je l'ai relu l'année dernière aussi. Next, Agatha Christie, Le Miroir du Mort. Oh bah non, j'en ai aucun souvenir. 4 sur 5. Ah, c'est un recueil de 3 nouvelles seulement. Elles sont longues et ressemblent à des mini-romans. Leur point commun est qu'il ne faut pas se fier aux apparences. J'ai beaucoup aimé ces histoires, ces petites histoires, d'autant plus que le détective n'est autre que Hercule Poirot. Ah, j'en ai pas trop de souvenirs. J'ai dû le relire pourtant. Après... Oh, il est là-bas. Non, vous ne le voyez pas. Attendez, je lève. Ah, il est tout là-haut. Inferno de Dan Brown. 5 sur 5. Excellent. On entre immédiatement dans l'histoire. Ça en est impressionnant d'ailleurs. Le début ressemble à Da Vinci Code. Course-poursuite entre le Robert Langdon, une jeune inconnue, et les autres. J'ai beaucoup aimé que cela se passe à Florence, que de souvenirs. Le dénouement est plus ou moins prévisible. Le rythme est globalement rapide, sauf au milieu où ça s'essouffle avant de s'accélérer à nouveau. Ensuite, Rendez-vous avec la mort d'Agatha Christie, 4 sur 5, je l'avais déjà lu, je l'avais déjà vu. J'avais aucun souvenir du dénouement, il est fait bizarrement pour un Agatha Christie. Le meurtre intervient tard, le dénouement est long, ce qui laisse moins de temps à l'enquête et au défilé des témoignages, mais j'ai bien aimé, notamment parce que le dénouement, il était assez inattendu. Après le tome 2 de Ken Follett, Le siècle, qui s'appelle L'hiver du monde, j'ai mis 4 sur 5, 4,5 sur 5, et j'ai écrit un sacré pavé. J'ai beaucoup aimé ce 2e tome de la trilogie du siècle. Les événements de la Seconde Guerre mondiale me sont plus familiers. Et il a été intéressant de voir ce qu'il se passait derrière les grandes dates qu'on apprend à l'école. Comment les Allemands ont vécu la montée du nazisme, pourquoi les autres pays ont laissé faire. On voit aussi à quel point la situation a dû être difficile pour les Allemands
anti-nazis qui non seulement ont vécu l'enfer bien avant 1939, mais revivent ça également après mai 1945 pour les villes libérées par les Russes qui n'avaient rien à apprendre du nazisme sur les camps de concentration. Le 3e tome devrait sortir bien plus tard. Peut-être verrons-nous les petits-enfants des personnages principaux du tome 1. En tous les cas, c'était intéressant de voir les enfants dans ce tome, même si les parents étaient très peu présents, ce qui affecte... Non, je ne dis pas ce qu'il y avait entre parenthèses. Oh, c'était tellement bien. C'est à lire, hein, la trilogie du siècle, c'est à lire. Le Noël d'Hercule Poirot d'Agatha Christie, 4 sur 5, le meurtre a été un peu long à venir, mais l'intrigue était bien posée, les personnages décrits largement, ce qui n'a servi à rien sur le, le dénouement. Un peu déçu, voilà. Mais 4 sur 5 parce que ça reste un Agatha Christie. Alors après, j'ai lu Larmes à l'œil de Ken Follett, et j'ai mis 2 sur 5, et j'ai mis très déçu. Le sujet était pourtant intéressant, mais le rythme est très lent et les paragraphes paraissent décousus entre eux. Mais je ne sais plus du tout de quoi ça parle. Les 100 dernières pages sont les plus intéressantes. Je ne sais plus du tout de quoi ça parle. Le livre a 35 ans, j'ai mis. Donc maintenant, il en a 47. Larmes à l'œil. Vous avez vu comment je me déplace vite maintenant? Ah oui, oui, c'est un roman d'espionnage. Ça se passe en 1944. Ah oui, oui, je me souviens que non, ça l'avait pas trop fait. Pourtant, voilà, Ken Follett, on a parlé du siècle, mais il y a aussi d'autres choses que j'ai beaucoup appréciées chez lui, mais pas ça. J'ai lu un Harlan Coben, ça faisait longtemps que j'en avais pas lu, non? Sous haute tension, je me rappelais pas que j'en avais lu un. 4,5 sur 5. Alors ça, je me rappelais pas que j'étais revenue un peu... C'est un peu polar cette année 2013, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Sous haute tension. Oh, il est dans un état, le pauvre livre. Le dos du livre, il est marron. Même pas jaune, il est marron. Bah, ça avait l'air pas mal parce que ouais, je commence à dire on entre rapidement dans l'histoire. Même si le personnage principal est récurrent et que j'ai pas lu les livres précédents. Oh, c'est pas bien. Oh, je faisais pas les choses bien à l'époque. Style rapide, dénouement donné en plusieurs morceaux. Ça m'a donné envie d'en lire d'autres avec Myron Bolitar. J'avais déjà lu Ne le dis à personne de cet auteur. Après, je suis partie avec un auteur que je ne connaissais pas et... il y a eu du bien et du moins bien. C'est Jean-François Parrot. Et j'ai lu L'énigme des blancs manteaux. Et j'ai mis pas évident à lire à cause du vocabulaire utilisé. Mais pourtant, j'ai mis 4 sur 5. J'ai mis qu'il fallait un petit peu de temps pour s'y habituer. Mais après, on apprécie, puis on s'attache à Nicolas Le Floch. Voilà. Ça m'avait donné envie de le lire. Ma mère aimait bien. Voilà. Et puis, c'est 10-18, non je sais que ma mère dit souvent oh, c'est la collection des grands détectives. C'est pas ça? Parrot. Parrot, juste derrière. Oui, c'est des 10-18. Oui, voilà, bah en fait ils sont derrière. Oups. Cling, voilà. Alors, page suivante. Il y a un Agatha Christie, Un meurtre est-il facile, 4 sur 5. J'avais pas très envie de le lire au début parce que c'était ni un Hercule Poirot ni un Miss Marple et j'ai beaucoup aimé le résumé et l'histoire j'ai trouvé plutôt sympathique et pourtant j'ai tout trouvé. Coupable mobile, voilà. Après, bon, je suis contente. Mais quelle année de découverte. Je continue à me spoiler, mais quelle année de découverte. J'ai découvert Karine Giebel en août 2013 avec Juste une ombre qui reste mon préféré de l'autrice. Stressant et très prenant dès les premières pages, on est pris dans le rythme soutenu. Oh, je me rappelle tellement, mais je me vois enceinte le lire allongé dans mon lit. Voilà. Beaucoup de suspense pendant presque la totalité des 600 pages. Il est très difficile de le lâcher. J'ai été déçue par la fin. Jusqu'à une autre partie de la fin. En réalité, il y a plus de détails, mais je peux pas vous dire tout. Après, bah, Jean-François Parrot, j'ai continué à le lire et voilà, je trouvais que c'était un peu plus facile et voilà. Mais en fait, j'ai continué puis à un moment donné, je dis oui, c'est bien, mais bon,
Alors là, j'ai relu un Harlan Coben, 6 ans déjà, et 3 sur 5, parce que j'ai mis que j'étais déçue, qu'il y avait rien de nouveau. C'était encore la même chose, et que... En fait, j'ai cité tous les livres où je disais ça ressemble à ça, là ça ressemble à ça, là ça ressemble à ça. Bah, écoutez, au bout d'un moment, du coup, ça l'a pas fait, quoi. Voilà. Hein. Donc voilà. Du coup, je vous cite pas toutes les références parce que ça vous spoilerait tout. Alors encore, hein, Jean-François Parot avec 3,5 sur 5. Oh, je me suis appliquée sur l'écriture. Hein. Je sais pas si vous voyez. 3,5 sur 5, bah, ça commence à être la fin. Hein. J'ai bien aimé, mais sans plus. Ce n'est pas un livre qu'on peut lire vite. Et c'est difficile d'entrer dans l'histoire. Donc là, je crois que là, ça met la fin. Voilà. Ça coupe le cordon. Ça... La prime de Janet Evanovich. Vulgaire. Ça s'estompe un peu après. Je trouvais que ça rappelait les Spellman, vous savez, dont je vous avais tant parlé, mais on va en reparler après. 3,5 sur 5, la prime de... J'avais été déçue. Je crois que je l'avais acheté ça à la Fnac à Parly 2, au Chesnay, qui est une Fnac que j'aime beaucoup. Et j'espérais vraiment que ça allait le faire. Ah mince, il va être caché tout derrière. Ah, flûte. Ah, parce que ça, j'aurais vraiment voulu vous le montrer parce que... Zut. Ah, je ne te vois pas. Où te caches-tu? Là. Je voulais aimer ce livre parce qu'il y en avait d'autres. Voilà. Non mais elle est chouette la couverture. Offre découverte 3,50 €. Dingue. Depuis qu'elle n'a plus de boulot, Stéphanie Ploum est ouverte à toutes les propositions pour faire passer son compte en banque du rouge cramoisi au rose bonbon. Il y a un grand 1. Je voulais trop aimer cette série, je voulais trop continuer et tout. Et puis, dommage, hein. Quand on a comme ça des attentes et tout... Bah ouais, sur ça, mais je m'en souviens en fait parce que j'avais passé un peu de temps avant de l'acheter, je le croisais dans des librairies et malheureusement. Donc ouais, pas trop ça. Ah non mais attendez. Ah pardon, non mais en fait c'est fini. Non, alors le livre dont je viens de vous parler. Je suis désolée. Le livre, enfin, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. C'est le dernier livre que j'ai commencé en 2013 et j'ai terminé en 2014. Donc en réalité, il ne compterait pas. Voilà. Ah mais moi j'étais partie loin en fait. Donc je pense qu'il y a il y a un trou entre les deux. Soi-disant, j'ai arrêté de lire en septembre 2013 et pour reprendre en décembre 2013, je n'y crois pas 3 secondes en fait. Ce n'est pas possible. Je pense que j'ai surtout arrêté de noter. Et j'ai commencé un petit peu à empiéter en regardant rapidement les lectures de l'année d'après. Et on va avoir parfois que des titres et pas de notes et pas de résumé. Et là, je vais faire la découverte d'un auteur qui est l'un de mes auteurs préférés. Bon, voilà. Bon, je vais m'arrêter là parce que je vais pas, je vais arrêter de vous dire la même chose. Mais qu'est-ce que j'adore enregistrer ces vidéos parce que j'ai des idées. Alors, en fait. Karine Giebel, je m'en souvenais parfaitement. Mais le problème, c'est que j'ai vécu mes grossesses 2 et 3 au même endroit, alité au même endroit, etc., etc. Et donc, je me souviens de ce que je lisais, mais il y a des moments, j'ai des petites confusions. Par exemple, là, on n'a pas parlé de Camilla Lackberg. Non, mais c'est vrai, ça. On n'a pas parlé de Camilla Lackberg. Moi, j'étais convaincue que je l'avais découverte pendant que j'étais enceinte de mon fils. Alors, c'est en 2015. Ah, mais c'est en 2015. Mais voilà, en fait, c'est parce que non, mais j'ai des petites confusions de mes lectures de grossesse. En fait, je me suis fait des projets littéraires à chaque grossesse. Et le projet littéraire de la grossesse de mon fils, c'était les 2 gros tomes de Ken Follett. Le projet littéraire de ma grande, c'était lire les 90 Agatha Christie. Et le projet littéraire de ma dernière, c'était les Sherlock Holmes. Et en fait, je croyais que le projet littéraire de mon fils, c'était les Camilla Lackberg, mais je m'étais plantée.
Voilà, donc comme quoi, hein, c'est entre là-dedans et là-dedans, bah vaut mieux croire ça. C'était la magnifique conclusion de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Je sais que c'est pas des vidéos qui cartonnent, si vous voulez, mais moi je les adore. Donc, bah désolé, on va continuer. Il reste 2 ans, allez. Voilà. Bon, on se retrouve très très vite. À bientôt.